Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics. Épisode très spécial puisqu'on a un invité aujourd'hui, c'est François Hercouet de Urban Comics. On va lancer un générique, mais je vais te poser la toute première question, François, comme ça tu as le temps du générique pour y réfléchir. Pourquoi maintenant vous faites des dos blancs? Générique. Et re-bienvenue du coup après ce magnifique générique où j'ai tout de suite commencé par piquer François. Mais d'abord, François, bienvenue. Merci surtout de nous accorder ton temps parce qu'on enregistre hors du travail. Et donc voilà, on te remercie grandement d'être là. Je devrais être en train de me perfectionner à Sifu, mais bon, je suis là. Ah oui, d'accord. Ok. Sifu, c'est un jeu, ouais, c'est un jeu assez hardcore c'est presque une simulation de Kung Fu. Ok. Et c'est vraiment super. Enfin, ça me passionne depuis 2 mois. Ok. Petite première recommandation. Ok. Sifu. Un peu en retard, parce que c'est pas du tout une nouveauté. Mais ouais, non, je l'ai découvert assez récemment. D'accord. Bon, alors voilà, je t'ai tout de suite piqué pour rigoler, mais effectivement, Oui. c'est une question qu'on se pose beaucoup, et je pense que tu as dû la voir sur les réseaux aussi. Et moi, le premier qui adore le noir, comme tu peux le voir. Et est-ce que c'est un choix exprès? Est-ce que c'est une tentative? Comment vous avez vu ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est avant que tu répondes, c'est que on a posé des questions. En fait, on a lancé des questions. Enfin, on a lancé sur Instagram en disant attention, on va recevoir François de Urban. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on a noté aussi pas mal de questions qui nous ont été envoyées. Voilà. Dont nous ne sommes pas forcément propriétaires, mais on va les donner. J'essaierai de ne pas tirer sur le messager. Mais celle-là, j'en fais partie, j'assume. Moi qui adore le noir, ça me, mais oui. Ça me choque le blanc. C'était contre toi. Ah, merci. Si t'as l'impression à un moment que l'univers t'en veut, ben moi aussi. C'est vrai. Non, c'était. Alors, bon, à part pour troller les lecteurs un peu sensibles, non, c'était en fait parce que du coup, cette nouvelle ère, en fait, ce qui est all-in et ce qui chez nous se traduit en DC Prime, nous semblait être un bon point de départ, en fait, pour reprendre l'univers DC au moment où il est en train de se redéfinir, en fait, au cinéma avec James Gunn, au moment où il est redéfini sur une autre terre avec Absolute, et on a du coup cette nouvelle dynamique un petit peu qui arrive post-Absolute Power. Ça nous semblait être, au bout de 13 ans, un bon timing en fait pour changer un petit peu les habitudes. Évidemment, quand on change les habitudes, moi le premier, ça plaît pas. Du moins, certains sont froissés, d'autres s'en accommodent, d'autres pensent aussi que l'important c'est aussi le contenu et moins le contenu. Bien sûr. Bref, quelques choix qui soient faits, ça génère de la friction. Et voilà, c'est tout. En fait, je me rappelle il y a 2 ans pour un 1er avril, j'avais un peu trollé, je pense, sur la newsletter en disant devinez quoi, c'est toutes nos maquettes en blanc. C'était une blague à l'époque, ça l'est plus maintenant. Je pense que ça fait partie de la dynamique en fait d'une maison d'édition, c'est un petit peu de se poser des questions, de créer un peu de nouveauté, tu vois, ne serait-ce que le fait que tu me poses la question, tu vois, on aurait commencé Prime avec des dos noirs. En fait, il y aurait eu 0 question, il y aurait 0 interrogation. Je ne me serais pas exprimé sur le fait que c'est une nouvelle période et ça nous paraissait un petit peu le moment pour intéresser d'autres lecteurs qui pourraient juste, en fait, visuellement, tu sais que tu as un point d'entrée là, en fait. Tu as juste à dire, tiens, les dos blancs, tu peux y aller. Tu prends un tome 1 et tu arrives du coup alors, on n'est pas complètement libéré de la continuité, hein, parce que vous voyez un petit peu ne serait-ce que sur le run de Williamson, on nous avait vendu aussi pas un reboot, mais en tout cas quelque chose d'assez clean au niveau de All-In. Et au final, on est assez tributaire comme de ce qui s'est passé un petit peu avant, ce qui est publié chez nous dans Dawn of Superman. Ouais. Mais après, ça reste, si tu acceptes le fait que, ce qu'on explique aussi, hein, que les conséquences d'Absolute Power font que certains personnages se retrouvent privés de leur pouvoir, d'autres en ont acquis. Voilà, si tu comprends ça, je pense que tu n'as pas trop de soucis pour y aller. Mais je comprends. Oui, vas-y. Des jaquettes noires. C'était ma première. Vraiment, c'était ça. Parce que chez vos confrères, ça se fait des jaquettes noires. Même si il faut la payer, je veux bien la prendre au cas où. Et la deuxième, c'est pourquoi pas gris plutôt que blanc.
C'est mieux. Gris, c'est un non-choix. C'est un non-choix, puis c'est aussi une question de contraste en fait. Le noir, le blanc sont en gros alors, ce sont pas même techniquement des couleurs, mais ce sont en tout cas des opposés. Comment dire ça? Alors, des opposés, mais c'est ce qui permet de faire ressortir beaucoup plus n'importe quelle autre couleur. En gris, si tu mets du rouge dessus, si tu mets du vert, si tu mets du bleu, ça vibre. Ça fonctionne pas, c'est illisible. Et du coup, ça fonctionne. Voilà. Par contre, voilà ce qu'on a mis en place sur Absolute. Du coup, on a aussi un peu changé la donne. Ça crée moins de vagues, j'ai l'impression. Mais faux. J'ai demandé à Sharon de me prendre une capture parce qu'elle me disait sur Facebook, il y a des gens qui s'inquiètent que les bouquins soient tachés, qu'il y ait des traces et tout ça. Ce qui revient souvent, c'est qu'ils ont peur que ça jaunisse. Voilà. Bah ouais. Enfin, mettez pas peut-être vos bouquins. Arrêtez de fumer déjà. Et arrêtez de faire rentrer le soleil dans votre maison. Non, mais après, non. En fait, le truc, c'est qu'on a eu d'autres bouquins, en fait, blancs. Alors, pas forcément les éditions noir et blanc, parce qu'elles sont en Louis Balin, qui est un papier un peu. Vous avez du noir et blanc, et vous avez fait la suite de ce qui était paru chez Glénat, que vous avez fait en blanc, je sais plus le nom. Lazarus, voilà. Ouais. Mais même avant, en fait, tu vois, les Batman Day sont des maquettes blanches. Et en fait, on a regardé l'état des bouquins après 5 ans, 6 ans. En fait, ça ne bouge pas. Hein. C'est vraiment il y a un vernis de toute façon dessus qui fait que ça ne bouge pas. Donc, a priori, voilà, on s'est dit, il y a pas, ça va, en tout cas, entre les lecteurs, parfois les libraires aussi qui nous disent, le noir, c'est chiant parce que ça marque. Ouais, mais du coup, maintenant, on nous dit le contraire. Le blanc, ça va marquer. Donc, en fait, on va voir comment ça vit, en fait. C'est vraiment le. Mais a priori, voilà, on a fait des tests, hein, on a essayé de rayer les bouquins et tout. En fait, le fait est que on s'est rendu compte que sur le blanc, ça marquait moins que sur le noir. Et je voulais revenir sur Charlène qui m'a dit, en fait, qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour les traces de doigts, les traces de café, et on lui a même posé la question sur des traces de sang. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos livres, quoi? Ça rentre pas, hein, faut arrêter. Mais voilà, c'est génial. C'est horrible. C'est génial. Ouais, je trouve franchement, c'est assez hardcore sur les réseaux et vraiment ça, je me dis waouh. Si, je sais, parce que la page parfois elle coupe la feuille. Et oui. Mais c'est que les autres. Mais c'est des gants quoi. Enfin... mais bon, là, en tout cas, je comprends. Ça fait réagir. Parce que je vais avoir un truc blanc parce que je suis quelqu'un qui range par chronologie aussi, et donc ça va se retrouver là quelque part. Et j'aurai un blanc. C'est vrai. Donc la jaquette noire en option payante, machin, c'est pas possible. Non. Premium, abonnement. Non, mais ce qui est bien, c'est comme tu prends tes livres et que tu es debout, tu vas pouvoir jouer du piano debout. Merci. Pour moi, je sais pas quel genre de piano vous avez, mais vous avez toutes les notes noires d'un côté, les notes blanches de l'autre. Enfin, ça marche pas, ça. C'est le côté allemand. Mais c'est bien rangé. Mais sinon, faut peut-être se rapprocher de. Alors, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, c'est pas Ben, le guide comics qui refait des maquettes avec les graphistes dans la vraie vie et qui postait, je crois, sur Instagram. Du coup, il imaginait en gros, il refaisait un peu les maquettes d'Urban. Il y a même, je crois, il avait fait un stream une fois avec un de ses potes où ils essayaient d'imaginer les maquettes d'Absolute. Qui est un copain. Et alors peut-être que si vous pouvez peut-être lui commander des jaquettes. Donc en fait, tu veux donner du travail aux autres. En tout cas, au guide comics, parce que c'est un mec qui est bourré de talent. Ah ouais, non, je trouve que son site est super, c'est super pro. Ouais. Bon. Eh ben, allez-y les gars, moi j'ai plus de questions du coup. Bonne soirée Denis. Non mais ça avait déjà été un peu amorcé avec, voilà, tu l'as dit les Absolutes, mais avec Dougo Powerbomb, les Transformers aussi, je crois, toute la partie plein de couleurs. Ouais. Les couleurs. La seule chose, c'est Batman qui est noir. On se dit Batman devient blanc. Voilà. J'en dors pas, mais tant pis. Ah mais regarde, t'as des Invincibles ou c'est tout en couleur? Tu les as ceux-là aussi? C'est pas Batman. Non, mais bon, t'as dans ce cas-là, Denis, pense au White Knight de Murphy. Voilà. Mais le dos est noir. Oui, mais c'est le chevalier blanc. Bon, voilà. Bref. On avait d'autres questions du coup aussi. On a essayé de les regrouper, vraies cette fois. Et les structurer un petit peu avec toute cette nouvelle gamme aussi que sont les paperbacks. Qui est un peu aussi une nouvelle ère qui s'ouvre pour Urban. Alors, moi perso, c'est vrai que j'ai connu Urban d'abord avec les kiosques, les sagas, puis je suis passé au cartonné, et c'était vraiment la référence
du cartonné qui était démocratisé par Urban. Mais du coup, le fait que ça passe en paperback, est-ce que c'est, qu'il y ait des choses qui passent en paperback, est-ce que ça remet en question votre modèle économique sur le cartonné et on va se diriger de plus en plus vers le souple? Non, parce qu'en fait, là vraiment, ce que j'avais expliqué pendant une newsletter, c'était en fait, c'est une nécessité économique. En fait, pour maintenant, quand on a un bouquin qui est en rupture de stock, quand on le réimprime, on le réimprime pas au même tirage qu'une nouveauté. La nouveauté, on la tire à plusieurs milliers d'exemplaires. Le tirage d'une réimpression qui va moins tourner, puisque on va dire le plein des ventes se sont faits sur les premiers tirages, bah forcément, ça vend moins. Donc on se retrouve avec des coûts de fabrication à l'exemplaire qui explosent tout. Et en fait, parfois, bah, on se rend compte qu'on n'a pas intérêt à réimprimer un bouquin. C'est ce qui est paradoxal. Hein. Moi, c'est un truc qui me révolte. Mais avec les prix, en fait, tels qu'ils sont, enfin les prix de fab en ce moment et de papier, de colle et d'énergie sont tels que ben on a été obligé de réfléchir autrement. Et donc, ce qui avant était des réimpressions automatiques, enfin vraiment, il y a un bouquin tombe en rupture, évidemment qu'on le réimprime. Maintenant, c'est beaucoup moins évident. Et plutôt que de ne plus avoir ces bouquins dispo, bah, voilà, il a fallu un peu se faire violence et un peu pas casser son jouet, mais en tout cas, ben, moi, ce qui compte, c'est comme que le contenu soit dispo, peu importe, on va dire, peu importe le flacon. Et en fait, le souple, a fini par me convaincre. Et en fait, c'est surtout c'est la Warworld saga de Kennedy Johnson, la version d'ici, le gros bouquin de 500 pages. Et en fait, je l'avais vu sur Near Me Condition, donc il y a un podcast, pas un podcast, c'est un vidéaste en fait qui fait des reviews en fait des bouquins d'ici Marvel, des grosses belles éditions. Puis il y avait voilà ce compendium là. Et en fait, je trouvais que c'était assez sexy, quoi, le bruit du papier, la souplesse et tout ça. Donc je trouvais que c'était finalement, je pense, avec le temps, les goûts changent. Et c'est vrai que là, je parle d'impression personnelle, mais je me dis voilà, c'est aussi une manière, on voit si on va dire faire de sa maxime, du coup, une réflexion personnelle, quelque chose d'un peu plus universel, on voit si ça fait écho en fait sur le marché pour les lecteurs, pour les libraires. Puis on va voir, on est encore en phase de test, hein, on n'a pas suffisamment de retour pour l'instant pour vous dire c'est un carton, c'est génial, on est en train de renverser la table et tout. Mais non, pour moi c'est une manière en fait de garder ce catalogue-là disponible. Voilà, sinon c'est ça où vraiment on se concentre uniquement sur les nouveautés. Mais voilà, l'économie d'une nouveauté est beaucoup plus comment dire, c'est beaucoup plus simple en fait d'amortir une nouveauté parce que évidemment c'est les achats, enfin en tout cas, on va dire que les ventes sont beaucoup plus fortes que sur une réimpression qui a été imprimée ou qui a été pour la première fois mise en vente il y a 10 ans. Ouais, c'est vrai que là, voilà. Mais donc voilà, c'est uniquement ce calcul-là et qui nous permettait du coup, en plus en passant au souple, de quand même faire baisser de 3, 4, parfois 5 euros la note finale. En fait, le prix est plutôt le prix public. Par livre? Oui, c'est ça, tout à fait. Ah oui, c'est énorme quand même. Ouais. Oui, parce que j'avais calculé sur No Man's Land. le Batman là No Man's Land. Ouais. Du coup, à la page, le prix est vraiment pas énorme. C'est vrai que non. Après, certains libraires, je crois que c'est Bertrand de Versailles qui m'avait dit 42 euros, ça pique. Hein. Alors oui, 700 pages, mais les gens voient surtout le prix en fait. C'est vrai, c'est vrai aussi. Et c'est vrai que du coup, je crois que ce qui a surtout été retenu dans le message, dans le paperback, c'est le retour des bouquins à 15 balles. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore de pagination qui ferait que ces titres-là passent à 15. On est surtout sur des paginations de 192, 260 pages. Donc c'est vrai qu'on est plutôt aux alentours de 18, 20 euros. Donc j'ai l'impression que certains nous reprochent déjà de ne pas avoir tenu cette promesse, mais c'est juste que la pagination n'y est pas, quoi. Si on publie un titre de 144 pages, il sera 15 balles. Donc il y aura. Voilà, mesdames et messieurs, soyez patients, il y aura. Et puis il y aura un jour des dos noirs, vous allez voir, il y aura. Tu vois, le Final Night, c'est un dos qui est noir. Ouais, je crois qu'on a une petite texture dessus, mais c'est noir. D'accord. Ouais, ça correspond après en fonction sur No Man's Land, c'est rayé comme si c'était un ruban de police, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, ou je crois que c'est plutôt un ruban de chantier, parce que du coup, c'est vraiment
la reconstruction de la ville, enfin la destruction-reconstruction. Mais ouais, c'est aussi un des éléments de la charte graphique US. Et c'est ça aussi l'idée, c'est de faire de chaque paperback en fait son propre objet. Là, on quitte vraiment notre charte graphique qui est en place depuis une dizaine d'années. On garde quand même certains éléments pour qu'on identifie quand même l'éditeur. Mais ouais, c'est même ultra plaisant de se déconstruire là-dessus, de se dire, bon, on a été tellement rigide sur nos éditions, ce qui était nécessaire, hein. Pour moi, l'idée, c'était de structurer un catalogue qui était ultra disparate. Donc, on a vraiment charté à mort les bouquins. Et là, maintenant, vu qu'on est dans une deuxième, troisième vie de ces titres-là, bah, on peut être un peu plus rock'n'roll, quoi. C'est vrai qu'on va avoir cette frise, du coup, de Batman No Man's Land sur 3 gros pavés de 700 pages. Ouais, je trouvais que c'était assez bien, notamment pour les sagas. Je pense que c'est quelque chose qu'on fera pour les grosses sagas, genre type 52 ou, tu vois, 52, Infinite Crisis. Il y a tellement de bouquins qui sont plus dispo, là. Moi, surtout ces titres-là, moi, ça me paraît, ça me paraît irresponsable de la part de l'éditeur. Faut lui dire. Non, mais faut lui dire. Il y a des gens qui font pas leur boulot, hein. Mais voilà, tu vois, ne plus avoir ces titres-là dispo, ce serait comme ne plus avoir Gotham Central, qui pour l'instant est en nomade. Mais oui, typiquement, deux grosses pavasses de Gotham Central en paperback, c'est carrément envisageable. Le run de Greg Rucka, pareil, toi, Ikiteya n'est plus dispo en ce moment, quoi. C'est pas bien. Moi, je retiens juste une chose dans ce qu'il a dit, c'est que il trouve le bruit du bouquin sexy. C'est depuis que YouPorn a fermé, il y a des ravages sur Internet. C'est peut-être pour ça que les gens sont tendus. C'est peut-être pour ça. On avait une question concernant les Chronicles, mais on a eu la réponse, mais il faut juste confirmer et peut-être le diffuser un peu plus largement. Comme quoi, c'est pas une collection qui s'arrête, mais c'est au contraire une diffusion peut-être un peu plus lente, d'après ce que j'ai compris. Voilà, qui sera il y en aura beaucoup moins de publications par an, mais ça continue quand même. Bah, c'est ça, c'est ce que j'avais déjà expliqué et dans la newsletter, et puis ensuite, je crois qu'Arnaud a repris l'info sur Comics Blog. C'est que oui, on aurait aimé en fait que le public soit plus présent et soit plus avide sur cette collection-là. Malheureusement, c'est pas le cas. On voit que à part Batman et Superman, le rythme de vente en fait est juste très lent, donc on s'adapte. Donc voilà, si vous voulez plus de Chronicles, convainquez votre famille, votre belle famille, les cousins, n'importe quelle personne sachant lire. Et puis là, du coup, dès qu'on aura ce signal du marché, c'est toujours la même chose, hein. Si les gens se demandent pourquoi est-ce qu'on sort pas plus avec les bouquins, c'est parce qu'ils se vendent moins. Enfin, il y a parfois, on va dire, des bouquins qui sont ou des collections qui peuvent être sanctuarisées. C'est vraiment, on se dit, quoi qu'il arrive, ces bouquins-là sortent parce que c'est le kiff de l'éditeur, parce qu'il y a une vraie, comment dire, il y a une obsession de l'éditeur qui parfois peut être même jusqu'à être anti-économique. Alors on évite d'en avoir trop, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours un équilibre, hein. Il faut avoir un absolu Batman qui nous permet de sortir des choses beaucoup plus confidentielles. Et il y a aussi une autre dimension aux Chronicles, c'est le temps que ça prend. C'est vraiment, je vous invite à poser la question à Hugo ou à Arthur chez nous, qui sont en charge du coup des Batman et des Superman, et aussi le GSA et Flash. Ça prend un temps monstre. C'est l'équivalent de 4 bouquins. Ah oui. Donc c'est voilà. Et comme on n'est pas non plus une équipe, on n'est pas 200, quoi. C'est pas tant en termes de trad, parce qu'on peut même à la limite mettre plusieurs traducteurs dessus, même si on essaie quand même d'avoir une certaine homogénéité. Mais ça va être la commande des textes, ça va être les relectures, ça va être la maquette. Que la relecture, je sais pas si vous voyez la dose d'édito qu'il y a dessus. Après, c'est la raison d'être aussi de ces bouquins-là. C'est d'en faire quasiment des chroniques, pour le coup, d'une époque. Et oui. C'est super bien fait sur ce côté-là, on apprend vachement de choses. Moi le premier, hein, ce que j'avais pu écrire aussi ailleurs, c'est qu'en recevant les textes soit de Jean-Marc Lenné, soit de Robert Greenberger, donc qui est un ancien éditeur de chez DC, avec qui on travaille notamment sur Batman. C'est vrai que on apprend plein de choses, quoi. C'est des. Ouais. Voilà, ouais. T'as de la lecture même avant de commencer à lire. Oui. En parlant des Chronicles, le contexte, etc., c'est bien. Pardon. Oui, en parlant des Chronicles, dans les questions qu'on a reçues énormément, alors, pas une question, c'est peut-être une remarque, mais apparemment, il y en avait beaucoup où il y avait des soucis de fabrication. Je ne sais pas si vous avez aussi ce genre de remontée ou pas. C'est ce qu'on voit un peu sur les réseaux.
en fait, la manière la plus efficace, c'est pas forcément de vous répandre sur les réseaux, c'est de nous envoyer à nous directement. Il y a à Charlène, hein, il y a des contacts, vraiment des photos, nous expliquer, vous l'avez trouvé comme ça chez le libraire, c'est le libraire qui vous a dit, il est arrivé comme ça dans mon carton. Enfin, c'est les meilleures façons. Si vous voulez vraiment, si vous voulez nous aider à ce qu'on trouve une solution et qu'on situe vraiment le problème, est-ce que c'est le problème, c'est dès le départ imprimeur? Est-ce que c'est le transporteur qui fait un foot avec? Est-ce que c'est le libraire qui jongle? Est-ce que c'est ensuite la manipulation 15 fois qui fait que ça vide nos bouquins? Il n'y a pas d'autre solution en fait. C'est que nous, les bouquins qu'on reçoit du coup au bureau sont en bon état. Il n'y a pas de, à part, je crois que le GSA qui est arrivé avec qui était pas plié mais qui était griffé sur l'intégrité du tirage. Et là, pour le coup, l'imprimeur a retiré les milliers de bouquins et du coup, ça a été là pour le coup, déjà, c'est dur à faire comme bouquin, c'est long. Et quand tu vois en plus qu'en bout de chaîne, l'imprimeur te foire tout le tirage, tu pleures un peu, ouais. Un peu. Ouais. Mais après, on entend que certaines personnes sont très attachées en fait à la tenue des bouquins et tout. Mais vraiment, si vous avez des critiques constructives, envoyez-les-nous. Si c'est juste des insultes, vous pouvez les garder pour Twitter et Facebook. Ou alors, vous pouvez les écrire sur un papier et les mettre dans votre poche. Ça marche aussi. Et comme ça, c'est fait. Ça sera sorti. Et personne ne rentre dedans. Vous avez remarqué qu'il est poli, il a dit poche. Moi, une poche bien profonde. Au fond à droite. Puisqu'on est sur les paperbacks, c'est peut-être plus aussi une remarque. En ce moment, vous faites beaucoup d'annonces, parce que quand on enregistre la vidéo, c'est encore les annonces. Ouais. Lorsque vous faites les annonces de paperback, il y a quelque chose qui n'est pas noté, que je trouve très important. C'est noter si c'est un inédit, comme le Wargames, ou si c'est une réédition de quelque chose de chez vous. Oui. Alors, oui, c'est vrai, tu as raison de le noter. Donc, c'est quelque chose qu'on fait dans les livres. C'est vrai que si tu regardes le rabat arrière, là où il y a les couvertures, on met quand le titre est inédit ou quand c'est en gros, c'est l'équivalent de l'intégrale Geoff Jones présente les lanternes 1 et 2. Voilà, ce genre de choses. Mais oui, tu as raison. Je pense qu'au niveau des annonces, ça peut aussi aider les gens à. Parce que le nom change parfois, comme Geoff Jones présente Green Lantern, ça s'appelle plus comme ça en paperback. Exactement. Donc je pense que ça peut être un truc un peu utile. Bah écoute, je le note. Merci beaucoup. Mais il y a un truc très bien, c'est qu'il y a le retour de la frise. Oui, tu as raison. Nous on aime les chronologies, les frises chronologiques, ça c'est génial. Bien carré. Oui. Bah il est allemand. Hein. Pris des bottes. Écoute, je connais tellement. Que ça soit carré. Ouais, bah c'est un peu la continuité, la question que j'avais, mais finalement on a parlé que c'était des rééditions. Mais pour la fin d'année, du coup, il y a moins d'inédits qui sortent. En tout cas dans les paperbacks, puisque c'est beaucoup de paperbacks là, qui sont annoncés, oui. Mais pour l'instant, voilà, un paperback, c'est d'abord de la réédition. C'est vraiment l'objectif premier, voilà. Et après, on verra effectivement, comment les gens vont réagir sur le Final Night. Si du coup on se rend compte que là, on fait x2 par rapport au réimp, on aura tout intérêt à aller publier, je sais pas moi, le Nightwing de Chuck Dixon, du Batgirl de cette même époque-là. Il y a plein de choses là où on pourrait. Ça ouvre un champ, quoi. Je pourrais même, je pense que je vais le regretter. Mais si je parle de l'Aquaman de Peter David, ce genre de choses, c'est il y a vraiment plein de choses à aller chercher. On avait une question sur le Aquaman, je crois. Aussi je sais pas si je l'ai noté, mais je sais que j'ai vu passer. Ouais. Qu'est-ce qui vous décide à le publier donc en hardcover ou en paperback? Par exemple, le Wargames de Batman, il paraît pour la première fois chez vous, mais direct en paperback. En fait, c'est la maturation, ou plutôt les cycles de vie des collections. Tu vois, par exemple, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, Wargames, on l'aurait sorti en DC classique. Mais c'est une collection qui, je pense, a fait son temps dans la mesure où, quand on a sorti les Batman, pour soit une meurtrier fugitif, quand on a terminé No Man's Land, quand on a été dans cette série-là, déjà on s'est rendu compte que sur Meurtrier fugitif, il y avait moins de monde en fait. On s'est rendu compte que l'attrait pour cette période-là était plus vraiment tout simplement d'actualité.
Et donc, il a fallu réfléchir un peu autrement. Et moi, je me voyais mal, en gros, entre guillemets, ressusciter DC Classic, là où on n'avait pas sorti de bouquin depuis 4 ans dans cette collection-là. Et là, l'idée, c'est du coup de nourrir Paperback, mais aussi de créer un petit peu cette collection chronologique. C'est vrai qu'on va se retrouver, si les lecteurs, le marché le veut bien, Paperback va nous permettre d'être transversal en fait par rapport aux collections qu'on avait pu avoir en archives classiques et pour le reste. Enfin, tu vois, même en Renaissance, c'est que on pourra republier. Moi, j'aimerais bien republier dans cette collection-là le Green Lantern Green Arrow de Denny O'Neil et Neil Adams. Ah oui. Alors c'est une réimpression encore, mais c'est aussi un jalon en fait pour l'histoire de DC. Et du coup, ça viendrait en fait développer plus forcément cette période classique, mais on remonterait un petit peu la frise pour aller dans les récits plutôt des années 70. En fait, ça peut ouvrir cette porte-là. Mais oui, on va dire que ces premières collections qui ont fait leur temps en fait, qui ont fait leurs 10 années d'existence. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui évolue. Pour moi, c'est important aussi de garder un catalogue qui soit relativement souple. Alors, l'idée, c'est pas de perdre des gens et de faire 15 collections par an, même si on en fait, on teste beaucoup. De toute façon, en période de crise, faut pas rester immobile. Faut vraiment tenter des choses. Et on l'a fait avec Nomad, on l'a fait avec les grands formats urbains, on l'a fait avec Paperback. Donc, c'est important de vraiment d'expérimenter. Et après, les signaux sont assez. Si au bout d'un an, on se rend compte que ça prend pas, on trouvera autre chose. Mais c'est ce qui moi, j'aime bien ce challenge-là d'essayer de comprendre, en fait, d'essayer de comprendre là où est le lecteur, ou du moins ce qu'il pourrait aimer. Pas forcément lui donner ce qu'il attend, pas toujours, en tout cas, mais précéder un peu, parfois certaines choses. Oui, c'est plutôt bien. Du coup, j'ai un petit peu niqué ta question, Benoît, parce que c'est la même chose, mais avec un autre titre. Oui, voilà, c'est parce qu'on avait des questions sur Fear Agent, mais du coup, tu as répondu. Et il a été annoncé d'abord. Il a été annoncé d'abord, je crois, en grand format. En grand format urbain, ouais. Mais après, on s'est rendu compte déjà qu'il y avait encore beaucoup de stocks de l'ancienne édition d'Achilleos, donc qui avait été retiré du marché pour être remis au marché, mais moitié prix. On se dit, mais ça sert à rien. Si on envoie le bouquin comme ça, on va se faire défoncer. Nos bouquins vont nous être retournés direct, en fait. Tu crois? Donc, il a fallu laisser un temps de jachère. Il a fallu laisser 1 an et demi. Et aussi, de repenser un peu le truc. C'est qu'entre-temps, moi, on avait fait Paper Girls dans ce grand format urbain, et on s'est rendu compte que ça n'a pas du tout pris, quoi. Là où d'autres titres indés étaient beaucoup plus solubles, on va dire, dans ce format-là. Des titres peut-être trop comics, peut-être trop expérimentaux, comme Paper Girls, s'en sont pris un peu plein la tête. C'est vraiment, pour moi, j'ai identifié comme le seul gros échec, en fait, de cette collection-là. Et je me suis dit, peut-être que là, on est trop dans le comics, peut-être qu'on est trop marqué BD américaine pour aller intéresser un public plus large. Et en fait, je me suis dit, voilà, moi, avec cette collection Paperback qui se développe, peut-être qu'il y a pour l'indé, et notamment aussi sur de la réimp indé, moi, Dédiclass, pareil, qui était prévu en grand format urbain, aura plus je pense, de chance, avec aussi un prix qui sera pas à 45 balles. Là, pour le coup, on sera beaucoup moins cher. Donc ouais, je pense que je veux faire si le modèle Paperback fonctionne, je veux que l'indé en profite aussi. Ok, cool. En tout cas, moi, je suis très content du grand format pour East of West, par exemple. Il fallait qu'il place East of West. Je les emmerde avec ça, mais je trouve que c'est un récit magnifique. Je suis super content d'avoir les Lazarus parce que je les avais lus chez Glénat, mais du coup, les avoir en grand, c'est génial aussi. Les Seven to Eternity. Les Lazarus, ici, ils sont en grand format. Ah, ok, je savais pas. Ouais, on en est au 3, si je dis pas de bêtises. Voilà, Black Science, voilà, ces titres-là qui je trouve un peu marquants. Ouais, c'est vachement bien de les avoir dans ce format. Eh ben, je te laisse ma question, Benoît, puisque ça parle notamment de East of West et que j'ai piqué la tienne. Donc, alors, je la lis comme ça, parce que je ne l'ai pas répété. Fais l'accent. Je fais l'accent ? Non, je fais pas d'accent. C'est nul. Non. Du coup, la réédition des grands formats va-t-elle devenir un paperback, par exemple, comme East of West, qui est plus disponible en grand format ? Oui, donc ce que tu répondais un petit peu, c'est selon peut-être la disponibilité, tant ça pourrait devenir. Puis la difficulté qu'on a à réimprimer des bouquins. À chaque fois, pour les East of West, ça a été une grosse question parce que le bouquin se vend, il tourne bien,
mais ça nous coûte tellement cher à réimprimer que du coup, c'est un jeu à somme nulle et même à somme négative. On est paradoxal en fait pour un titre qui on doit être à 4000 ou 4005, voire peut-être 5000 ventes du premier tome, ce qui est énorme hein, pour une réédition d'une série indé, c'est à 40 ou 36 euros, 37, je sais plus. Mais on est vraiment avec ça génère de l'argent, hein, ça génère un chiffre d'affaires, mais les prix sont tellement montés en fab que c'est même plus intéressant économiquement de le réimprimer. C'est terrible. Enfin, moi, je trouve que c'est fou. Ouais, ça me comment ça m'agace un peu. Oui. On sent les ulcères qui poussent de partout là. Le rôle d'un éditeur, c'est de proposer et de vendre. Et si tu es confronté à je peux plus proposer, ça doit être horrible. Ouais, surtout quand tu sais que la demande est là. Enfin, c'est terrible. Donc l'alternative que j'ai pour l'instant là, c'est de remettre les East of West en paperback. C'est un peu le Joker, c'est un peu votre Joker là en fait, pour beaucoup de possibilités, comme ça. Pour ce qu'on ne peut pas réimprimer, ouais. Après voilà, c'est mieux de l'avoir dans un autre format que de pas de l'avoir du tout. C'est ça. Enfin, moi, la question est, j'ai la réponse en ce qui me concerne. Elle est vite répondue. Et puis après, on peut espérer, mais bon, ça, je veux pas faire rêver les gens, mais que c'est temporaire en fait, que cette édition paperback soit juste là pour combler ou pallier à une situation qui est pas gérable autrement, et que si un jour les prix du papier baissent ou arrêtent d'augmenter. Mais personne n'y croit, hein, je pense que c'est cuit. Je pense qu'il vaut mieux tabler sur une augmentation générale des salaires. Ouais, non, c'est cuit aussi, ça. Ouais, ça on est mort aussi là-dessus. Hein. Ouais. Après, c'est à noter que sur les East of West, tu disais qu'il y a 4000 ventes, enfin, c'est à peu près 4000 ventes. C'est ça 4000, ouais, il y en a 3500, c'est Benoît. Hein. Oui, c'est exactement, c'est ça. Il en parle à chaque émission. Putain, il est en train de prendre des actions, quoi. Mais c'est un magnifique récit, c'est bien dessiné, c'est bien écrit, c'est magnifique. Voilà. Et surtout qu'avec le Batman Absolute, c'est le même dessinateur, ça a dû en plus mettre un projecteur là-dessus. Oui, surtout on a dû perdre plein de ventes parce que du coup les bouquins sont pas dispo. Ah ouais, c'est clair. Si, je crois que le tome 1 seulement est disponible et c'est le 2 et 3 qui sont indisponibles, c'est ça le pire. C'est déjà, voilà. Donc, tu mets un pied dedans, mais pas le reste. Et justement, si on vient un petit peu sur les Absolutes, apparemment, enfin de ce qu'on en voit, ça a l'air d'être un sacré bon carton, donc c'est une bonne nouvelle pour les lecteurs, pour vous, enfin pour tout le monde. Est-ce que c'est le cas? Enfin, on a vu que les variantes cover, même chez Pulse, étaient out. Donc, est-ce que c'est au-delà de ce que vous aviez imaginé? Est-ce que c'est dans votre... C'était... On imaginait que ça allait bien fonctionner parce que c'était vraiment la qualité. Enfin, vous l'avez tous lu. Oui, les trois bouquins. Ouais. Et on était déjà, nous, convaincus en tant que lecteurs. Donc, on s'est dit, voilà, pour qu'on s'enjaille autant, qui est pourtant on déroule hein, des kilomètres de papier avec du super-héros imprimé dessus, mais vraiment là, ouais, ça a été une espèce de reconfirmation de ah oui, c'est ça le comics en fait. Le bon comics de super-héros, ça peut vraiment te rappeler que c'est la première fois que tu lis sur l'histoire. Et là, Snyder m'a accueilli. Hein. Pourtant, je l'attendais au tournant et voilà, je pensais qu'il avait fait le tour du personnage, de l'univers, aller jusqu'à. Tiens, j'ai mis mon t-shirt pour troller, je sais pas si on. Il a quand même été très très loin. Il a été très très loin dans le délire. Mais il a beaucoup d'humour en fait. et du coup, le voir arriver avec cette proposition-là, qui je pense fait aussi écho à ces frustrations, à ce sentiment d'impuissance qu'on a en ce moment par rapport à une élite qui nous écrase, à une élite qui passe pour populiste et qui au final incarne le système. Enfin, je vais pas commenter plus que ça, mais je pense que vous voyez un peu le propos. Je pense que ce Batman-là est une solution, en tout cas pour un créateur, d'avoir une espèce de prise en fait sur une réalité qui malheureusement qui nous dépasse. C'est un peu on revient un petit peu à l'utilité de ces personnages de papier qui sont à la création même du genre super-héroïque. Quand Siegel et Shuster créent Superman, ils créent aussi une espèce d'intervention divine qui tarde à arriver en fait dans une Europe qui est au bord de la Seconde Guerre mondiale. On voit déjà on entend déjà le
le bruit des godasses nazis sur le pavé. Enfin, il y a vraiment cette injustice qui est en train de courir carrément vers l'opprimé, et il crée vraiment ce espèce d'incarnation, voilà, de peut-être leur golem hébraïque. En tout cas, cette manière, en tout cas, de rectifier, d'apporter un peu plus de justice. Si c'est pas dans la réalité, au moins c'est sur le plan symbolique. Et je pense que Snyder, avec son Batman, avec cette version plus prolo et plus en prise aussi même avec la faune de Gotham, je trouve que c'est de renverser les rôles, de se faire en fait de sa galerie de vilains, de s'en faire ses amis d'enfance, c'est super. Enfin, rien que ça, je trouve que c'est une idée qui j'espère va rester, qu'il va réussir à faire fructifier tout ça. Et ouais, non, donc oui, pour répondre à la question du début, c'est un carton. C'est un vrai gros carton. Là, faut d'ailleurs que je ponde un petit communiqué pour la diffusion, pour les libraires, pour leur remercier de leur soutien, parce que c'est aussi le libraire qui est vraiment la cheville de ce succès-là. Ils ont été convaincus et donc ils ont été au rendez-vous. Le livre. Ouais. Je pense que ça a aussi marché par certains lecteurs ont pu aussi pas mettre un coup de pression, mais dire on peut prévenir et préparer un peu leur libraire en disant il y a ça qui arrive, s'il te plaît, tu m'en mets de côté. On avait fait un petit peu avant en amont je sais pas si je l'ai là. Le collector en noir et blanc. Le collector, ouais, exactement, ouais. Ah oui. Histoire de faire monter un petit peu la pression là-dessus. Et puis, ouais. Et ça a marché. Parce que nous, les premiers, on a été les premiers à le prendre et du coup, on avait adoré les premiers, c'est les 3 premières issues, quoi. Les 3 premiers, alors, moi, un peu moins. J'étais plus fan de Batman, mais les dessins des autres me plaisent un peu moins. Oui, mais les histoires vont encore plus loin pour le coup, si on revient sur le côté politique, c'est ce que vous dites, sociologique, c'est énorme. Le Superman, comme il est posé justement, c'est génial. Je trouve que Superman et Wonder Woman, même si Wonder Woman, le dessin, j'ai beaucoup plus de mal. Je trouve que là, il y a une refonte du personnage aussi qui est incroyable. Moi, c'est clairement ce personnage-là qui m'a le plus bluffé par sa réinvention et même si dans le fond le personnage est quand même le même, mais la façon dont ils l'ont redéfini et son histoire est vraiment différente, quoi. C'est ça, c'est que l'essence des personnages reste intacte parce que ça fait partie vraiment de la raison pour laquelle on reconnaît ces personnages-là, c'est qu'on parle vraiment de symboles là pour le coup. Et pour moi, je trouve que chez DC, c'est quelque chose qui est vraiment remarquable en fait. Ce sont des personnages qui, quand on parle vraiment de symboles ou d'icônes, tu peux les réduire à trois éléments en fait. C'est l'abord des parents, je sais pas moi, le symbole de la chauve-souris et le dépassement physique. T'as Batman en fait. Quelle que soit l'époque, quel que soit le contexte, tu le fous en SF, en médiéval, en horreur Lovecraftienne, tu vas retrouver le personnage. C'est pareil avec quasiment tous les personnages de DC. À mon sens, c'est un peu moins vrai pour les personnages de Marvel qui sont déjà nés un petit peu en réaction, qui ont été créés un peu en réaction à cette espèce d'ordre établi que DC avait déjà imposé depuis une dizaine d'années quand le comics est apparu. Enfin, voilà, DC, c'est la fin des années 30 et surtout début des années 40. Et puis Marvel, on va dire, c'est presque 10-15 ans après. C'est en gros à partir de 54, les Fantastic Four, qui sont en fait des personnages, à mon sens, moins iconiques mais plus cool. Et parce qu'en fait, ils sont moins iconiques, parce qu'ils ils incarnent moins les valeurs que sont la justice, l'abnégation, et ils sont beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, beaucoup plus cool parce que plus proche des lecteurs aussi. On s'identifie plus facilement à Spider-Man qu'à Superman, c'est évident. Mais du coup, je trouve qu'on a deux saveurs. On a vraiment le street level, souvent un peu plus avec Marvel, et on a les valeurs incarnées, un peu cardinales chez DC. Ça peut impressionner, mais voilà, quand on arrive à toucher juste avec ces personnages-là, je trouve que le potentiel, le pouvoir de l'icône, hein, sans vouloir verser dans le christique, je trouve qu'on arrive vraiment à. Oui, il y a de ça, il y a vraiment de ça. Quand même. Ouais, à faire exploser une espèce de cosmo-énergie. Il y a un truc. Et quand ça marche, ça marche. Et là, je trouve que voilà, avec Snyder, Kelly Thompson et puis Aaron, là-dessus, ils ont mis le doigt sur des trucs qui sont en plus très modernes. Hein. C'est vraiment là, ça fait vraiment écho à on va dire à notre quotidien. Malheureusement, c'est un peu ça. C'est toujours ça que le comics, je sais plus qui avait, j'avais lu ça quelque part et c'est une réflexion qui reste vraiment ancrée en moi. C'est que les comics, en fait, sont plus que la BD, peut-être plus que le manga, je sais pas, parce que je suis moins versé en manga. Mais les comics, en fait, ont été publiés de manière continue depuis les années 30. Et on arrive vraiment à chaque fois, enfin, on pourrait quasiment reprendre, si on va dire, s'il ne restait qu'une de notre civilisation que des comics, en fait, on aurait une chronique.
on aurait vraiment on pourrait en fait décrypter ou deviner un petit peu les aires, les périodes, à travers du coup ces publications qui étaient publiées, qui étaient dispo chaque semaine, chaque mois, qui vont à chaque fois être le ressenti d'un auteur et qui vont un peu documenter notre époque. Et donc je trouve qu'il y a ça avec le comics, vraiment ces chroniques illustrées de notre temps, avec tout ce qu'il faut de paraboles, de métaphores et de symbolisme. Mais je trouve qu'il y a il y a ce côté sériel et qui est très précieux et qu'on essaie de retranscrire dans DC Chronicles, dans notre bouquin. C'est notre mythologie moderne. Oui, c'est ça. C'est le nouveau panthéon, ouais. Oui, exactement. Et moi, je suis ravi que le reste des Absolutes sortent avec le Flash et Martian Manhunter. J'ai réussi à acheter le premier fascicule de ce Martian Manhunter que j'ai adoré au niveau psychédélique, au niveau visuel. Je trouve que c'est génial, et même la réinvention du personnage. D'après ce que j'ai compris, c'est pas vraiment, même sur les autres issues, on n'est pas encore vraiment sur la même chose que dans l'univers normal. Donc je trouve ça bien. Et par contre, il n'y a pas Green Lantern qui a encore été annoncé. Parce qu'il n'a pas démarré aux États-Unis, je crois. Ah, si. Ah, pardon. Si, t'as 3-4 numéros là. Ok. Oui. C'est les dessins qui, je les trouve particuliers sur Green Lantern. C'est plus dur. Hein. Ouais. Le scénario est ok, mais pour moi, j'ai besoin d'en lire plus en fait, pour voir justement si le scénario porte un peu plus la série que le dessin ne le fait. Malheureusement, je trouve que le dessin est un peu faible. Ouais. Ça fait un peu pas de chance en ce moment. Hein. Je pense aux lecteurs qui se languissent de la suite des runs de Kelly Johnson. Il fallait aimer un autre personnage à un moment. Mais du coup, tu as vu Benoît qui vient de répondre à la question que tu n'as pas posée, qui était: est-ce que c'est lui qui prend la décision de si c'est paru en France, ou est-ce que c'est DC qui impose? Donc en fait, c'est toi qui peux choisir si c'est toi qui lis. Non, il y a pas de. C'est ce que je raconte depuis déjà un petit moment, hein, c'est qu'il n'y a pas de. On nous oblige jamais. Et quand DC nous dit ça serait chouette de publier ça, j'ai dit oui, c'est au programme. Enfin, genre un Batman Fortnite par exemple, c'est un truc qu'on se pose pas trop la question. C'est même nous, on est curieux de voir si ça marche. Toi, pareil pour le DC Sonic, le projet est rigolo, mais on en a vu des plus farfelus aboutir. Hein. Le Batman Tortue Ninja, ça a été un gros carton. Donc oui, là-dessus, on s'entend assez bien avec DC. On n'est jamais obligé de quoi que ce soit. Ça a été non, là-dessus, on est assez tranquille. Enfin, on est assez raccord. Et comme en plus, on va dire que ce qui se passe en ce moment chez DC, c'est plutôt plaisant. On a un peu l'embarras du choix. Donc ça, c'est bien. Ok. Cool. Je vais vraiment m'enverser là-dessus. Hein. Mais c'est vrai, en plus, le truc, c'est que j'ai même pas besoin de mentir. C'est vraiment. Attends. C'est jusqu'à présent, il a menti, mais pas sur cette question. Pas sur ça. 40 minutes, c'était que de l'infox. Mais sinon, je vais revenir sur. Alors, c'est pas la thématique du format, mais c'est que justement, vous avez lancé quand même beaucoup de choses et testé beaucoup de choses, et notamment pour le One Hand and Six. Putain, je sais pas le dire. Je l'ai lu, mais je sais pas le dire. One Hand Six Fingers. Voilà, merci. Oui. Mais il y a aussi le Hush 2 en noir et blanc. Qu'est-ce qu'on avait noté d'autre? New History of DC Universe qui vient d'être annoncé. Donc voilà, là c'était un retour au souple pour le coup et au mensuel, mais dans un coffret. Pour autant, pourquoi ce choix-là aussi? Est-ce que c'est collé à l'essence de ce comics par rapport à la sortie américaine? Voilà, pourquoi ce choix de coffret et de retour au mensuel? Tout part en fait du projet de Ram en fait, quand il nous en avait parlé, quand on l'avait invité pour une tournée pour Robin, il m'avait parlé du coup de One Hand Six Fingers et il me disait ce serait fou qu'on lance 2 séries, on dit pas aux gens du tout que c'est connecté, et avec la maquette peut-être qu'ils feront gaffe et tout ça, et du coup il faudrait les obliger à aller de l'un sur l'autre et tout, mais en calmant un peu la promo, surtout en disant pas que c'est un concept et tout. Et il m'a dit mais comment toi tu le publierais? J'ai dit oh là là, du coup si les 2 séries se répondent, qu'il ne faut pas que ça sache et tout ça. Bon, il y a avec la prépublication, ou du moins la publication aux États-Unis, le côté secret du projet, on n'a pas pu le reproduire, ça c'est évident. Mais par contre, on voulait respecter le côté sériel, vraiment ce côté découverte,
d'une enquête qui avance petit à petit jusqu'à du coup se développer quasiment dans un autre genre que le polar par la suite. Je veux pas trop spoiler les gens qui sont en pleine lecture, mais on est vraiment ici sur un vrai polar à clé, enfin une histoire à clé où il y a vraiment en fait il y a beaucoup de détails qui sont distillés. Et j'avais vu je crois que c'était une discussion Twitter où il y avait un gars qui vraiment qui décortiquait chaque élément. Et en fait, il avait juste quoi. Il y avait vraiment des choses qui étaient affolantes. Moi, en première lecture, j'avais pas vu tout ça. Et c'est vrai qu'en relisant le truc, en reliant tous les points, tu avais vraiment envie d'avoir un tableau en liège et tes aiguilles. Enfin, c'était assez fou. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est que déjà, c'était une expérience. On se dit, voilà, on est dans un marché qui est un peu moribond. Là, on a un format, une histoire un petit peu qui commande un autre format. On se dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on réfléchirait pas à un autre type de publication? Bon, c'est des choses qui ont évidemment été validées par les auteurs. Hein. L'idée, c'est pas de faire surprise, c'est pas un cartonné comme ce que tu voulais. Et donc là, voilà, on va leur envoyer les coffrets pleins là bientôt à tous les auteurs. Et puis voilà, le coffret aussi était presque une nécessité par rapport à notre marché. C'est qu'on se disait que balancer des floppies comme ça, les libraires sont pas prêts. En fait, ils ont pas les infrastructures, ils ont pas les racks comme aux États-Unis. Enfin, c'est pas du tout dans la culture des librairies. Donc, fallait rester quand même avec un objet qui soit soluble dans l'infrastructure, la logistique des libraires. Et donc voilà, on a vendu du coup, on a fait les deux là pour le coup, on a fait le coffret avec le premier numéro et un ex libris et la cale et tout ça. Et puis autrement, on a quand même fait le numéro 1 seul. Et ça a vraiment bien fonctionné. Vraiment, les lecteurs, les libraires ont vraiment joué le jeu de ce rendez-vous mensuel qui là pour le coup n'a raté aucun numéro puisque l'essentiel était déjà publié. Et vraiment, voilà, ça a été pour nous un peu pas une révélation, mais en tout cas le format a été un peu validé. Je pense on a bénéficié comme je disais tout à l'heure, d'un marché qui était un peu atone et qui demande en fait à être un peu surpris dans les habitudes de lecture. Ça a rappelé le kiosque pour certains. Et nous, ça nous amusait en fait de créer ce rendez-vous-là, quoi. Et du coup, on s'est dit, vu que ça a vraiment bien fonctionné sur le One Hand Six Fingers, pourquoi pas essayer avec quelque chose d'un peu plus mainstream, qui aurait aussi cette vibe un petit peu sérielle. Donc voilà, le Hush 2 qui était un peu l'événement, et ça nous permettait aussi de publier un peu en amont de ce qu'on aurait fait en temps normal. Voilà, ça permettait aussi de tester. On verra si du coup si le Silence 2 marche aussi bien que le One Hand, ce serait super. Et puis, je vais m'occuper de faire les ventes. Il va faire les 4000 aussi. Ouais, c'est lui. Et là, on a vu le coffret, il défonce. Vraiment, je trouve on a chopé le truc. Enfin, c'est pas pour s'auto-congratuler, mais c'est aussi pour saluer le travail. Alors de Sarah et Charlène et David, du coup, notre DA sur le coffret de One Hand Six Fingers. Et puis également, Charlène, Hugo et toujours David pour le coffret de Hush. Là, c'est nickel. Vraiment, moi, je l'achèterais. Hein. Je sais pas vous. Et en plus, c'est en noir et blanc. Vous avez coché toutes mes cases. C'est Jim Lee, Batman, noir et blanc, collector. Autant vous faites des dos blancs, mais voilà, autant là-dessus, vous me faites plaisir. Par contre, c'est vrai que le coffret de One Hand, il était sold out partout, quoi. Pour arriver à en trouver un, c'était la misère. Ouais, c'était très rapide. J'avais chopé à Angoulême, mais peu de temps après, il y en avait plus. C'était le moment, ouais. Et pour le New History of DC Universe, c'était pareil, on avait un côté. Alors là, on n'est pas forcément sur du sériel, en gros, il faut absolument la suite. Mais encore une fois, au moment où DC on l'espère en tout cas, va avoir une nouvelle aspiration avec dans la suite du film, Wade du coup réétablit en fait la nouveau canon, des nouvelles origines, remet tout à plat, réintègre tout ce que les auteurs de ces 30-40 dernières années ont pu créer depuis la dernière histoire de DC. Et ça fonctionne vraiment super bien. Et on s'est dit, voilà, proposer en fait ce récit-là à des personnes qui seraient peut-être attirées par la lumière d'un Superman, on se dira, tiens, DC, c'est quoi? On a ici en fait une formule qui est relativement, qui sera moins chère que, on va dire, un bouquin à 25 balles. Pareil, encore une fois, si c'est aussi la première dose, en tout cas, c'est distillé de manière à pas non plus coûter un bras, et on fait en sorte vraiment aussi que les intégrales ne coûtent pas beaucoup moins cher que la somme des singles.
Sinon, effectivement, alors oui, on a l'expérience mensuelle de lecture, c'est chouette, mais si c'est pour se retrouver avec un différentiel de 10 € entre la version intégrale en cartonné et ceux qui ont soutenu le projet, qui se retrouvent avec une facture de plus de 10 €, vraiment là, ce serait pas juste. Donc on fait aussi attention à ça. Justement, c'est la question. Moi, on va ce sera la question de Benoît, mais je m'insère juste pour reparler de Batman Hush 2. Ça a été annoncé comme quoi il y aurait des retards aux États-Unis. Et du coup, je me suis dit, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez retarder et attendre que tout soit sorti pour démarrer le numéro 1? Mais vu que ça sort le mois prochain, je pense que c'est un peu cuit. Ou est-ce que vous allez faire comme eux et attendre que la suite paraisse? Là, en fait, si on avait su plus tôt qu'il y aurait des retards et en même temps, est-ce qu'on ne pouvait pas le deviner? C'est clair et net. C'est la question qu'on se pose tous les jours. Ah ouais, en fait, on a attendu 4-5 mois. En fait, on s'est dit, voilà, on a un battement de 4-5 mois. Normalement, ça absorbe un retard d'1-2 mois. Au-delà, non, effectivement, ça nous met dedans, quoi. Donc là, à l'heure actuelle, on est en attente d'infos de DC pour voir comment on va faire. Mais non, le coffret lui sort en juillet. Ça reste, en tout cas, à l'heure actuelle, ça reste le projet. C'est le plan, quoi. Ouais. Mais ça m'a étonné. Je me dis, après, ça fait combien de temps que DC existe, comme tu dis? C'est depuis les années 40. Ils prévoient pas, genre 1 an à l'avance, disant vu que dans 1 an ou 2 on va faire ça, commence à dessiner, Jim, puisque t'es pas le gars le plus rapide du monde, et ce qui est normal, t'es occupé, t'as d'autres fonctions. Non, ils le font dessiner que 1 ou 2 mois avant. Alors moi, c'est pas ce qu'on m'avait vendu en fait. En parlant avec DC, on m'avait dit en fait, non, il a déjà 2 épisodes au frigo. Ah oui. Oui. D'accord. Ouais, mais il en reste 4 du coup. Ouais, mais en fait, on m'a dit en fait, oui, en fait, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Voilà. Donc, le jeu était un peu briqué là, ouais. Mais bon. Fou. Bon, ça sortira. Ils vont le sortir. Voilà, ça sortira. Moi, j'ai l'expérience de All-Star Batman. J'espère. je crois en Jim. Non, mais là tu n'es absolument pas. Tu peux rien faire, François. C'est juste que j'espère que Jim est à fond dessus. Moi aussi. Voilà. Pour nous, tu m'étonnes. D'ailleurs, ça, si un jour vous le faites en paperback, le All-Star Batman, allez-y, il n'y a pas de souci, on est preneur. Hein. Oui, très bien. Oui, c'est vrai, tu as raison, Benoît. Voilà. Et oui. Non, en plus, c'est frustrant parce que c'est vraiment l'un des plus beaux boulots de Jimmy. Oui. De Jim Lee. Et ouais, sa Black Canary, elle est sympa. Oui. On aime bien. On fait notre liste de courses, quoi. Enfin, on y est. Qu'est-ce qu'on disait pour les intégrales, justement, ouais. Ouais, pour l'intégrale de One Hand and Six Finger, puisque ça vient d'être annoncé que vous allez faire donc l'intégrale là juste dans pas longtemps. Tac. Alors si on se doute que ça peut sortir un jour en intégrale, donc notamment par exemple le Batman en noir et blanc qui sortira aussi en couleur. Vous pensez pas que sortir si vite une intégrale dans un format, on va dire, un peu plus prestigieux, ça va faire baisser les ventes du format souple en coffret? Les ventes du format souple, en fait, elles sont faites. Non, mais du prochaine annonce du souple. Ça me paraît tout ce que vous dites. Hein, c'est évident que quand on sort Hush 2, il y a un moment où on va faire une intégrale. Ça sera également le cas pour la New History of DC Universe. Donc c'est juste effectivement jauger un petit peu le temps entre les deux. Après le format justement de One Hand Six Fingers, c'est du grand format urbain. C'est aussi pour un autre public. Et on l'a vu. Hein, et je trouvais que justement il n'y a pas eu trop de commentaires là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti, mais de gens qui étaient dégoûtés d'avoir acheté la version souple et en disant putain si j'avais su. Ouais, j'ai regardé lui justement et évidemment c'est les mécontents qui s'expriment. Hein. Oui. C'est toujours comme ça. Mais ouais, il y a des gens ça sort très tôt. Je m'attendais à ce que ça sorte 1 an ou 2 après. Ouais, c'est plus ça en fait. Alors moi j'ai suivi la période très courte pour la sortir. Ouais, mais pour moi c'était pas forcément. Enfin, faut pas le sortir en même temps. Enfin, c'est un truc qu'on n'a pas fait, mais le sortir pour la fin d'année, en gros lui donner une autre visibilité au moment où le premier tirage est plus disponible. Et pour un autre public, encore une fois, hein, je pense que les gens qui iront sur le grand format urbain n'auraient pas acheté le souple. Donc au final, c'est
Non, et puis après, là, on est encore en période de test. On voit un petit peu on ajustera si on doit ajouter des choses. Et puis en plus, on va proposer en plus une autre expérience de lecture avec cette intégrale. Ça va venir compléter encore la lecture, ou du moins la mensualisation de l'histoire. Ok, donc je vais acheter les deux en fait, moi. Oui. Okay. Non, mais moi je suis pour voilà. Non, mais moi je suis pour le format souple. J'aime beaucoup. Je retrouve mes kiosques que je. Oui, oui. On va parler de Strange. Non, t'as vu, j'ai rien dit. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Bon. Alors, donc on rentre un peu le vrac, on va dire. Maintenant. Voilà, là c'est en vrac. On a bien avancé, en tout cas, c'est top. Ça, c'est une question que je me pose très souvent, pas que chez vous, chez tous les éditeurs, notamment français. Pourquoi on change le nom de certains titres? Par exemple, Batman Gotham Gaslight 1983, et alors qu'aux États-Unis, c'est Krypton Age, l'âge Krypton. Pourquoi pas garder l'âge Krypton, justement? Là, en fait, c'était plus pour faire ressortir le côté un peu steampunk, du coup, de lui donner une date, et du coup, une date qui était du coup fin 19e, ça permettait un petit peu d'ancrer déjà, de donner une ambiance dès le titre. Donc, c'est uniquement pour ça. Hein. C'est vraiment là l'idée. Je me suis dit, voilà, 1893, avec les visuels qu'il y a, on situe en fait tout de suite la série, alors que le Kryptonian Edge est là pour le coup assez cryptique. Et je trouvais que c'était moins questionnant en fait. D'accord. J'ai pas l'air de t'avoir convaincu du tout. Non, mais de toute façon, là, pour le coup. Ouais, parce que moi, je fais partie des gens qui, quand on traduit, ça a dû arriver aussi, mais un titre anglais par un autre titre anglais en France, je trouve c'est toujours fou. Des films, tu vois, ou des comics. Là, c'est pas le cas, c'est pas en anglais, c'est un chiffre à la place de Krypton Age, mais je sais pas, je trouve que les titres marchent bien aux États-Unis que dans 90% des cas. Mais après, tu as beaucoup plus d'expérience, je pense, dans l'édition de comics que moi. En fait, l'idée, à chaque fois, moi, je réfléchis vraiment en structure. C'est que j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut regrouper parfois plusieurs récits avec un cadre, en fait, qui crée aussi un concept, un projet. Sachant que là, à la base, oui, c'est ça, tu vois, quand on met quand on met une date, ça crée une chronologie. Là, quand on met 1893, ça crée aussi, en fait, une série qui, au final, a muté. C'est qu'à la base, Kryptonian Age, ça devait être une mini-série ou une maxi en 12. Et depuis, ils l'ont scindé en deux. Ils ont fait d'abord Kryptonian Age et ensuite League of One ou League of Justice, du coup, qui sera le deuxième temps, le deuxième chapitre de ce récit de Andy Deagle et Fernandez ou Hernandez. Je ne sais plus, je connais plus le dessinateur. Et du coup, ça me permettait, moi, du coup, on arrivait, on aurait sorti le Gotham by Gaslight, The Kryptonian Age, bim, et ensuite on aurait sorti le deuxième Gotham by Gaslight, mais avec l'autre titre, mais sans du coup donner non plus presque d'ordre de lecture. C'est vrai que c'est comme parfois que les projets, en fait, entre ce qu'on nous annonce et ce qui est publié changent un petit peu. Voilà, là, ça nous permettait de créer notre propre logique dans le truc. Et puis, si ça se trouve, tu vois, faudra que je vois à quelle date commence la deuxième mini-série. Et ça se trouve, on sera en 1894. Enfin, du coup, on va peut-être aussi. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. On a fait un 1889 pour le Gotham by Gaslight originel. Oui, parce que vous l'avez ressorti du coup. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'était l'idée en fait de toute cette gamme des Elseworlds, de vraiment les brander, d'avoir le tampon Elseworlds sur chaque couverture. Et si on doit réimprimer ou rééditer plutôt le Dark Knight of Steel, eh bien on aura du coup un beau tampon. Oui, toujours une fois, on va toujours pour créer ce concept, en tout cas ce carcan qui permet de mettre plein de choses dedans. Ouais. En tout cas, je ne l'ai pas noté, c'était pas prévu, mais ça me fait penser que tous les trois, on est assez d'accord là-dessus. En ce moment, on prend plus de plaisir justement à lire des Elseworlds, des trucs hors continuité, hors chronologie, que la chronologie qui est souvent des fois un peu lourde en ce moment. Je sais pas si toi, en tant que lecteur perso, tu ressens la même chose. Si, la fin, oui et non, en fait. Moi, je trouve que la qualité est quand même là, tu vois, depuis notamment, toi. Quand Kennedy Johnson est arrivé sur Superman, je ne sais pas si tu es un lecteur de Superman, mais en gros, le début de Superman Infinite, c'était. Ça faisait très longtemps que j'avais plus lu de Superman de cette qualité-là. Enfin, depuis Tomasi en 2007, j'avais plus eu ça en fait à lire. Donc parfois, voilà, par auteur, il y a des choses qui
qui nous étonnent encore, enfin qui nous font lever un sourcil. Après, la continuité, oui, elle a toujours en gros ses défauts. Mais je trouve que là, depuis Williamson, qui est bien backupé par Wade, qui est vraiment le maître à penser, le gars sûr sur lequel tu peux vraiment du coup te reposer en disant est-ce que là, oui, il a la bonne couleur de costume. Je trouve que c'est le fait de l'avoir, enfin, que le départ de Dan Didio ait coïncidé avec le retour de Mark Wade, c'est complètement fortuit, mais je trouve ça super, du coup, que Wade soit à nouveau à la manœuvre là-dessus. Et puis, tu vois, moi, c'est vraiment, je trouve ça très généreux de sa part, la manière dont il a géré notamment le New History of DC Universe, de réintégrer même Perpetua, la maman de l'anti-monitor et du monitor. Enfin, je crois que c'est assez classieux, quoi, de garder cette cohérence, d'écouter les jeunes aussi, les jeunes auteurs. Donc, je crois que c'est une bonne période. Là, c'est vraiment une très très bonne période. Et pour ce qui est de la continuité, je vous invite vraiment à lire le Superman de Williamson sur Superman Apocalypse. Non, alors c'est Apocalypse, non, c'était le premier titre qu'on voulait lui donner. Mais DC nous a dit non, on a un truc de prévu avec Apocalypse. Donc c'est Superman Dark Prophecy. Et puis le Justice League Unlimited aussi, qui est super. Et Denis, tu auras, malgré le dos blanc, si tu mets des lunettes de soleil, tu pourras lire le Ghost of Gotham de Ranin et Tom Taylor. Oh, c'est un bijou. On revient vraiment du coup aux racines. Je sais que vous deux, vous l'avez aimé, mais je sais que toi, Red, t'as pas aimé Justice League Unlimited. J'ai moins. Alors moi, je suis plus sensible en fait, parce que dès qu'il y a trop de magie ou dès qu'il y a trop de personnages, je m'y paume. Bon là, je suis servi. Donc, mais après, non, ce que j'ai pour autant apprécié, c'est la qualité de construction et de connaissance de Mark Wade. Pour ça, c'est une encyclopédie, quoi. C'est hallucinant. Et tu as aussi une synergie. Hein. Je trouve que tu sens le côté univers partagé. Alors, on n'a pas tout publié, hein, parce que je pense que la série sur The Question Along the Watchtower, qui pour moi en plus était chouette, c'était un polar, enfin une enquête dans la tour de garde de la Justice League, en parallèle de toutes les aventures. J'aurais bien aimé en fait avoir l'attitude pour le publier. Il y a d'autres séries aussi comme ça qui sont de compléments, qui sont chouettes et qui donnent vraiment du lien entre chaque série. Mais déjà, le lien existe, hein, vraiment, entre Superman Dark Prophecy, Justice League Unlimited. Ça, je trouve que c'est chouette pour moi, c'est aussi ce que j'aime, hein, c'est profiter de cette continuité pour justement créer des ponts entre les séries. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait, dans 52, dans Infinite Crisis, vraiment ce côté de chaque équipe artistique se répond. Pour moi, si on a une chronologie partagée ou un univers partagé, c'est ce qu'il faut cultiver au maximum. Petit point, alors, je sais pas si je peux dire cocorico, mais je déteste cette expression. Il y a eu une création par Urban avec Sylvain Runberg, qui va arriver en tout cas, Harley Quinn, Wonder Woman. Et Mickey Maclo. Comment ça se passe en fait? Comment ça s'organise? Alors c'est pas fait ça a quelques temps déjà, le circuit est long, mais comment ça se fait du coup? Et c'est génial. Ça se fait avec déjà une proposition de DC. Enfin, même si on remonte un petit peu un peu plus en arrière encore. Il y a 7 ou 8 ans, Enrico Marini en fait avait rencontré Jim Lee et ils s'étaient très bien entendus, et l'un adorant le boulot de l'autre. Et voilà, Enrico a proposé de faire un Batman, mais c'est un truc qu'il rêvait de faire. Et ça a été vraiment la première création en fait au sein du groupe Média Participation, d'avoir un auteur d'argot qui s'amuse un petit peu avec les jouets de DC. Donc ça a créé ce précédent. Mais c'est paru sous le label d'Argo, c'est ça qui est c'est les équipes d'Argo en fait qui s'en sont occupées, même d'Argo Belgique. Et en fait, en tout cas, ça a créé, voilà, exactement, le Dark Prince Charming. Ça a créé du coup un précédent. Ça a montré que c'était possible, ça a montré que ça pouvait aussi fonctionner, parce que ça a fonctionné et pour l'éditeur français et pour DC aux États-Unis. Et donc, voilà, l'envie était là de voir si on pouvait du coup poursuivre un petit peu, creuser un peu ce sillon, d'avoir une approche plus BD européenne des personnages de DC. C'est toujours dans l'intérêt de DC aussi, tout simplement de nourrir en fait leur mythe et leurs personnages vieux de 80 ans de nouvelles idées. Hein. De toute façon, ce sont les auteurs qui gardent ces personnages-là pertinents et vivants encore aujourd'hui.
Et donc, du coup, là, on a vraiment une vision, je vais pas dire plus européenne, parce que ça se passe sur l'île du paradis, sur Themyscira, c'est des personnages qui restent très. On n'a pas franchouillardisé le titre. Il a Tourcoing. C'est ça. mais en tout cas, il y a une approche, je pense que, ouais, en termes de narration, qui est déjà un peu. Même si Sylvain a vraiment des connaissances en narration US et tout ça, l'idée, c'était pas de reproduire la même chose, c'était pas de faire des récits de 20 pages. Même si on peut les séquencer et aussi les vendre en single, donc ça fonctionne aussi. Mais ouais, non, je pense qu'il y avait vraiment cette envie de voir les personnages autrement. Et c'est quelque chose, c'est un projet qui a été commencé par Yann Graff aussi, qui était qui était éditeur chez Urban, et qu'il a pu poursuivre avec les auteurs durant certains temps de gestation, parce que c'est vrai que ce sont des choses qui se font pas toutes seules. Et puis enfin, voilà, là on arrive à la fructition, un petit peu à la réalisation. On est en train de travailler sur la maquette. On met les dernières corrections là sur le lettrage et on est vraiment très très content, très fier en fait du résultat. Je pense que c'est un des personnages en tout cas qu'on n'a jamais vu traiter comme ça. Donc ouais, non, je suis très content que ça puisse un peu enrichir aussi un peu ces personnages-là qui ont déjà une lignée d'auteurs assez conséquente, et puis toi rajouter un petit peu ce point de vue un peu plus européen dans la narration, dans les thématiques, dans le temps de développement aussi, parce ouais, ça, je trouve qu'en termes on n'est pas sur du, autant, je sais pas, sur du Tom King, il peut y avoir certaines, comment est-ce qu'on appelle ça déjà, de la décompression sur certaines scènes, sur certaines choses comme ça, et je trouve que là, on a certaines longueurs, et là, je trouve qu'on a vraiment un très bon équilibre entre justement ces phases de réflexion plus introspective et puis l'action derrière qui vient casser justement cette longueur-là. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Je trouve que les auteurs et les éditeurs là sur le bouquin, du coup, vous devez le publier avant les États-Unis, je suppose. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas encore réglé la sortie aux USA. Et puis dans les autres pays, du coup, qui publient du DC. Donc c'est quelque chose qui va suivre après. Ouais. Excellent. Ok. Bah ouais, c'est cool. Et du coup, sur cette ouverture, on va dire, un peu de catalogue, on a vu que vous aviez publié aussi on va dire, un peu plus côté BD avec Klaus Barbie, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, comment vous voyez comment tu vois ensuite le développement du comics en France? Il faut une ouverture vraiment beaucoup plus sur la BD ou comment Là, tu cites Klaus Barbie, un peu un ovni. Hein. Ça a été surtout une rencontre en fait entre le directeur d'Urban et les auteurs, qui a fait que du coup, on nous a proposé ce projet-là, et c'est vrai que c'était un très bon projet, puis un projet, on va dire, nécessaire sur le plan historique, puisqu'il s'agit vraiment du dessinateur qui était le portraitiste, en tout cas, qui était l'artiste. Je sais plus comment je appelle ça. C'est le dessinateur en fait qui croque pendant les audiences. Pendant les audiences. Et donc il a vraiment vécu en fait ce moment historique en direct, et puis il avait besoin de le retranscrire, et donc il s'est fait aider d'un scénariste de Frédéric Brémaud pour en faire l'objet que c'est. Après, c'est pas quelque chose qui est appelé à on n'a pas pour vocation de faire de la BD franco-belge. C'est pas du tout c'était vraiment l'opportunité ou le projet. Là, c'était c'est parce que c'était lui, parce que c'était eux. Enfin voilà, c'est une rencontre plus de personnalité que de vraiment de ligne éditoriale. D'accord, ok. C'est vrai que ça nous avait un peu surpris quand on a vu l'annonce. Je comprends. Pourquoi pas, mais oui, pourquoi pas. Mais est-ce qu'un de nous trois l'a lu? Parce que moi, je l'ai pas lu du tout. Non, j'ai pas eu, pas encore. J'irai le feuilleter, je pense, avant de voir. Okay. Ouais. Après, nous, on est plus super-héros, hein, c'est comme ça. On arrive sur la dernière partie. La dernière partie, c'est justement les questions des internautes que nous ont vraiment posées. Donc là, on les a pris les unes après les autres, et puis peu importe l'ordre. Il y en a une notamment, et c'est vrai que moi aussi je me suis posé la question, pour tout ce qui est géré la com sur votre Facebook notamment, c'est là où je vous suis. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui ne fait que ça, parce que des fois il y a des questions un peu sans réponse. Alors est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un manque de temps? Comment vous gérez ça? Et la deuxième question, c'était la stratégie d'entreprise. Il se posait la question de vous envoyez parfois à des lecteurs de manga, des comics. Est-ce que c'est pour ouvrir justement aux manga, aux lecteurs de manga, pour qu'ils regardent les comics? Alors la première question, est-ce
Oui, je vais. Tu comprends à peu près le français alsacien. Je vais répondre en 2 points. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on a quelqu'un qui est chargé, en gros, de gérer un peu toute la com Facebook et les commentaires? Oui, c'est Charlène. Elle doit avoir du boulot. Qui a pas mal de boulot. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à la communication marketing, on a 2 Charlène. On a dû les cloner. On a, du coup, Charlène qui dont le plus clair du temps, c'est quand même voilà ce travail de communication, de répondre. Effectivement, il y a beaucoup de sollicitations et il y a évidemment des réponses qui passent à l'as. Je sais, de ce qu'on comprend, hein, de l'irascibilité de certains, que c'est évidemment leur question à laquelle on a choisi de pas répondre, mais c'est parce qu'on les connaît et parce que vraiment c'est eux qu'on a choisi. C'est comme toi pour les dos blancs. On te connaît personnellement. Encore une fois, l'univers vous envoie des signaux. Interprétez-les comme vous voulez. Mais non, pour être plus sérieux, c'est que effectivement c'est un boulot. Je vais pas dire que c'est un boulot de chien, mais c'est très voilà. Là, Charlène, elle est en première ligne, quoi. C'est Charlène Brunet. C'est un sacré boulot. Et puis parfois voilà, elle n'a pas forcément non plus toutes les réponses parce elle se tourne vers l'édito, vers moi pour apporter certaines réponses, parfois plus personnalisées à certains qui posent des questions AMP. Et puis on réfléchit aussi à d'autres manières de répondre plus en masse à plusieurs questions. C'est des choses qui vont arriver là. Ah, c'est pas mal ça, ouais. Avant l'été. Ouais, on va faire ça. Moi, ce qui serait un peu complémentaire de ce que je peux faire sur mes newsletters. Voilà, ça. On va dire qu'on va se servir de l'audience de Facebook pour être certain que tout le monde reçoive le message. Ok, super. C'est ça le plus compliqué, c'est arriver à diffuser l'information et malheureusement des fois il faut multiplier les canaux et oui, puis parfois on est face à des gens sourds, hein, donc c'est un peu compliqué. Aveugle, s'il ne voit pas une réponse sur Facebook, c'est plus simple. C'est vrai. Ouais, un lecteur aveugle, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est chiant. Ça existe. Tu sais, j'ai appris qu'il y avait des comics, enfin, pas les comics, mais une sorte de machine qui lit les comics et qui traduit ça, je ne sais pas, en braille, je ne sais pas comment ça marche, mais les lecteurs aveugles peuvent lire. Alors, dans ces cas-là, tu vois, je pourrais conseiller à des personnes qui ne peuvent pas lire ou qui veulent pas. Des fois, il y a certains livres audio, par exemple Sandman que tu trouves sur Audible, qui est magnifique et tu as l'impression de lire le bouquin quand tu l'entends. Franchement, vraiment. Oui, il y a eu un boulot sur l'environnement sonore, c'est un budget. Je crois que même Amazon n'avait jamais mis, Audible avait jamais mis autant de budget en fait sur une fiction. Mais vraiment, moi qui adore le bouquin en lui-même, j'avais l'impression de le lire pendant que je l'écoutais. C'était vraiment génial. Et oui, donc la deuxième question, c'était le choix stratégique d'envoyer parfois des livres aux influenceurs manga ou des choses comme ça. Est-ce que déjà c'est libéré, hein. C'est bien sûr. C'est pour essayer de voir s'il y a un intérêt. Après, moi, si on me demande mon avis perso, je trouve que parfois c'est pas forcément toujours très efficient, c'est pas toujours très efficace en fait, tout simplement. Moi, je préfère qu'on envoie toute notre prod à Mills plutôt que voilà à quelqu'un qui va avoir 2 millions de followers, mais qui va juste passer du coup d'un bouquin à l'autre ou d'un produit à l'autre, hein, qui va juste lire la C4 et puis passer à autre chose et puis basta quoi. C'est vrai que moi, on a eu, hein, tu vois, au moment où tous les influenceurs, quand il y a eu un petit peu cette ruée vers l'influenceur qui permettait en fait d'atteindre plus de monde. On se rend compte que si les gens sont pas des lecteurs à la base, ça n'a pas de sens, quoi. C'est comme vouloir s'adresser au grand public, on va dire même aux spectateurs de cinéma. Si c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de foutre un pied en librairie une fois par mois, pour moi ça n'a pas de sens, quoi. C'est comme encore une fois à vouloir mettre ton bouquin en grande surface alimentaire. Alors que la base est pas vraiment convaincue de la qualité du produit. Pour moi, je préfère m'adresser d'abord aux spécialistes qui ensuite va autour de lui, va pouvoir parler un petit peu de sa passion et s'aimer un petit peu, évangéliser. Ensuite, on passe du coup à un niveau supérieur. Et je pense plutôt à cette capillarité. Et ensuite, en fin de course, on a Walking Dead qui arrive en grande surface. Mais Walking Dead, si Delcourt ou si nous, on l'avait mis en grande surface direct à l'époque, ça aurait été un four. Donc, je trouve que du coup, voilà, c'est un peu, il y a toujours cet espoir d'aller choper, je sais pas moi, 15 000 lecteurs, 15 000 en tout cas contacts qui se découvriraient lecteurs et passionnés par un bouquin. Mais je trouve que voilà, ça a sa limite. Après, il faut pas ne pas le faire non plus.
Donc c'est une expérience qui est, je pense, voilà, qui est faite de manière assez consciente de la part des Charlène. Bah, s'il vous reste des cartons, on est toujours preneur. Hein. Oui, au cas où, jamais. Tu lis pas de manga. Enfin, j'en lis pas. Si, j'en ai un. C'est vrai. Ça compte. Un Batman pas. En plus. Oui, c'est un Batman. Qu'est-ce qu'on a? Oui, et là on est plus sur les questions des internautes. Des questions les unes après les autres. Ouais. C'est un peu les unes après les autres. Et alors, ça va être beaucoup des questions justement des sorties, etc. Il y avait les questions de. Pardon. Est-ce qu'il y a une chance de revoir Black Hammer, The Unwritten, Swamp Thing par Charles Soule un jour? Mais voilà. Voilà. Les bases. Alors, oui. Moi, Black Hammer, je suis preneur. Hein. Bah oui. Alors, oui, non. Oui, non et peut-être. Dans Black Hammer, oui. Unwritten, non. Et Swamp Thing, peut-être. Okay. Ah oui, voilà. il fallait que je pose. Est-ce que c'est les séries qui sont en hiatus indéterminé? Non, voilà, parce que j'ai pas posé hiatus et il fallait que je dise le mot hiatus. Bah ouais, un triple. Voilà, c'est Après, peut-être que les temps changent, hein, ou peut-être que c'était pas le bon format, mais Unwritten, on pensait vraiment qu'en sortant, alors le nouveau, enfin le tome 1, enfin notre intégrale 1 qui était l'équivalent des deux premiers publiés par Panini, et du coup la nouveauté, on allait peut-être générer un intérêt sur une série qui était assez proche au final de Sandman. Enfin, je trouve que dans l'esprit, et puis dans la vénération que vous, Mike Carey, à Gaiman, on était vraiment dans cette filiation-là. Ça s'est pas fait du tout, hein. Vraiment. Je pense que le dessin de Peter Gross est pas forcément, enfin en même temps le dessin de Sandman non plus est pas non plus le plus commercial. Mais voilà, malgré tout l'amour que Jérémy Manès a mis dans la trad, et il en a vraiment chié parce que le niveau référence littéraire, faut pas se louper. Non, ça a pas pris quoi. Donc non, on n'a aucun intérêt. Et on pourra en rediscuter dans 10 ans, hein, mais malheureusement là pour le coup, on va laisser la chose en jachère quoi. Ok. Voilà. Mais Black Hammer, oui, donc tu as dit. Bah, Black Hammer, en fait, il y a un premier cycle qu'on a complété, il y a les spin-offs, il y a 3 spin-offs qu'on a publiés, qui ont moyennement marché, honnêtement, même bien qu'on les rattache en fait à l'univers de Black Hammer. Vraiment, pourtant, les 3 premiers tomes de Black Hammer ont très bien fonctionné. Le dernier tome, qui, moi, à titre perso, m'a beaucoup déçu. Mais bon, ça joue pas non plus dans la continuité ou pas de la série. Là, pour le coup, si ça avait fonctionné, on aurait embrayé sur le deuxième âge. Même si c'est plus Dean Ormston au dessin, donc c'est un peu dommage qu'on perd le côté un peu animation pour adultes. Enfin, je trouve qu'il y avait une texture dans son dessin. Ça me faisait penser, il y avait comment c'était? C'est pas Captain Planet, mais c'était bon bref, il y avait un dessin animé de SF avec ce trait qui était très très faillible en fait, très ouais, enfin moi qui vibrait dans enfin bref. Il n'y avait plus cette caractéristique, vraiment cette personnalité du dessin avec le nouveau dessinateur dans le cycle d'après. Et comme on a vu vraiment les ventes se casser la gueule avec le tome 4, je dis en fait, je pense que on n'a pas le public nécessaire, qui est là en fait. Je le voyais avec les spin-offs aussi, malgré le Dr Star qui est brillant, enfin qui est un hommage à Starman, et qui est vraiment qui est un bijou. Et personne. On va dire, en gros, il n'y a pas un nombre suffisant de lecteurs là-dessus pour se dire, ouais, là, carrément, on en a encore sous la pédale, on peut développer. Surtout qu'en plus, derrière, il y a The Quantum Edge, il y a 1947, mais il y a vraiment toute presque une cosmogonie, il y a tout un univers, en fait, partagé, publié. Il y avait aussi, c'est ce que j'ai pu répondre dans les dans les questions dans les newsletters, c'est que si on a une annonce une adaptation sous quelque forme que ce soit, ça pourrait effectivement nous inciter à creuser quoi, complètement. Mais en l'état, malheureusement, non. Là, j'ai pas de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Ok, ça arrive. Hein. Oui. D'ailleurs, on se posait quelqu'un nous a posé la question sur la collection Urban Blast. Oui. Du coup, savoir ce qu'il en était. Bah, pour moi, c'est une collection, c'est une offre qui est nécessaire parce qu'on peut pas se plaindre qu'il n'y a plus assez de lecteurs et puis ne rien proposer pour les plus jeunes lecteurs. Donc, c'est quelque chose qui, on va dire, comme le comics en ce moment est pas non plus en plein essor. C'est vrai qu'on n'est pas sur des ventes, notamment qu'on connaissait quand on avait lancé Urban Kids, où là, on était vraiment dans une ascension sur tous les supports, sur tous les sujets, qui était assez naturelle.
Blast, on a quand même certains titres qui ont très bien fonctionné. Enfin, je pense je vais plus avoir je vais avoir des trous. Celui de Bendis. Ouais, et André Lima, Phénoména. Merci Phénoména, qui a plutôt bien fonctionné. Là, le tome 3 je pense qu'en termes de disponibilité, je pense qu'il sera plutôt en début 2026. On avait également. Alors le Harley Quinn, en fait, c'était une réédition d'un titre en Link qui avait vraiment cartonné et on l'avait ressorti pour le film. D'accord. Et bizarrement, ça n'a pas cartonné. Ah ouais. C'est une vente de fond, hein, vraiment le Harley Quinn Breaking Glass qui est vraiment excellent. De Mariko Tamaki. Vraiment, c'est vraiment un super titre. Donc, on est très content de l'avoir au catalogue. Voilà, pour moi, c'est vraiment plus malheureusement, on n'a pas comment dire, le public nécessaire pour le développer outre mesure. Pareil, voilà, si les gens, enfin, si les lecteurs étaient plus là, en tout cas, si cette tranche d'âge-là était plus en librairie, et que les ventes étaient allaient d'elles-mêmes, on aurait beaucoup plus développé. Là, on est beaucoup plus resserré. Vraiment, on essaye déjà de relancer les super-héros. Et puis vraiment, si on sent qu'il y a du potentiel ailleurs, on le développera. Mais voilà, Blast est en sommeil pour l'instant. On sort quand même quelques titres. Mais voilà, on n'a pas de là-dessus. Il y a eu un lancement, et c'est vrai que quand les lancements prennent pas, on va pas non plus creuser si on se rend compte qu'il y a personne. Ce qui est normal. C'est sûr. Du coup, ça répond à la question du client suivant. Verra-t-on un 4e tome ou plus pour les aventures de Wayne Batman Family, qui lui a apparemment beaucoup plu? Ouais, oui, voilà, il y a eu 3 tomes et pareil, on s'est dit on pouvait pas ne pas essayer parce que du coup c'était un format, c'était aussi un autre public en fait qu'on pouvait aller chercher avec ce titre-là. On avait un benchmark en fait de ce qu'est un webtoon à la base, puisque sur la plateforme il y avait, je sais plus, on était sur du 40 000 lecteurs la version française, donc on s'est dit voilà, sur la version papier il y a peut-être une transformation possible. Oui, sur le premier tome, les chiffres étaient pas trop mal, et puis ça n'a pas suivi sur la suite. Donc je pense qu'il y a eu une curiosité, et puis peut-être une déception. Et donc voilà, les gens sont pas revenus. D'accord. Moi, le premier, en fait. Oui, parce que toi, tu es amoureux de Belen Ortega. Oui, c'est un peu mon point faible. Et je ne savais pas quoi m'attendre. C'est vrai qu'en voyant un webtoon, après, une transcription, je me suis compris que je n'étais pas du tout le public, en fait, derrière. Et donc il y a peut-être eu cet attrait du tome 1 qui explique. Ce sont des essais. Toujours. Oui. Du coup, c'est moi, pardon. Oui, j'étais parti sur Belen Ortega, et du coup, j'ai oublié la question. C'était oui, par rapport à Deadly Class. Du coup, on en a un petit peu parlé, qui était annoncé en fin d'année dernière, en tome ensuite. En grand format. En grand format, c'est ça. Et voilà, pas de nouvelles, donc reportées ou annulées. Pas de nouvelles, parce que, en tout cas, pas sous ce format-là, voilà. Parce que du coup, après la déconvenue de Paper Girl, je me suis dit, voilà, là on est trop comics. Moi, ça me ferait très plaisir d'avoir ces bouquins-là dans ce format-là, mais on est trop comics en fait pour le public auquel ce format-là se destine. Donc en paperback, plus sûrement. Puis en plus là, il y a la maquette US existe déjà. Enfin, je trouve qu'on aura vraiment tout le. T'as l'essence, t'as le matos, c'est l'essence, et t'as tout ce qu'il faut, quoi. Puis bon, ils avaient même sorti une série sur Netflix qui n'a pas du tout marché. C'est dommage, parce que. Oui, parce que c'était bien fait. Remender était à l'écriture. Enfin, tout était. Ça devait marcher. Et puis malheureusement, puis en plus en France, je crois que c'était le groupe Canal qui l'avait récupéré. Et c'était Canal de série. C'était invisible en fait. Même, je crois qu'après, il y a eu un petit rebond sur Netflix, mais ça n'a pas suffi. Mais voilà, là, on est, par exemple, si tu veux, dans l'obsession de l'éditeur, c'est que ce titre-là figurera toujours à notre catalogue. Contre vents et marées. C'est très bien. C'est très bien. Très bien. On est dans les 3 dernières questions et on te laisse aller dormir. Oui. Je ne vais pas dormir. Merci. Bon, travailler ou jouer à ton jeu vidéo de Kung Fu. Oui, c'est moi. Pardon, excusez-moi. Après le Batman Day, le Superman Day, il y a une auditrice qui demandait s'il n'allait pas avoir un Wonder Woman Day. Pas pour l'instant, mais c'est une bonne idée. Voilà, parce que je crois que ça n'existe pas aux États-Unis. Non. Et donc pourquoi pas le créer en France? Ça peut être cool. Oh, dis donc, on ne pourrait pas le faire sans l'accord des Américains. Donc eux ont peut-être des projets. Je crois que Guns s'est ouvert à propos d'un possible retour du personnage au cinéma, donc ça a peut-être des choses qui sont dans les tuyaux.
Il disait qu'il était en train d'écrire le scénario et que c'était en post-prod, en pré-prod pour l'instant. Ouais. Mais bon, il table, je crois, sur d'abord la réussite de Superman, savoir s'ils peuvent lancer le reste après, quoi. Oui, il faut d'abord valider. Ouais. Il faut que Gal Gadot soit disponible, quoi. Non, ça sera pas elle. Ça serait plus elle. Babylène Ortega, alors. Voilà. C'est vrai qu'elle ferait vachement bien, t'as raison. Non. On me demande s'il y aura la suite de Batman et Robin Dynamic Duo. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce titre aussi. Ouais, là aussi c'était un peu un test. Non. Ça a été un test en fait, c'était de voir jusqu'où on pouvait aller avec Batman et Robin. Et en fait là-dessus, je sais pas si c'était pas le moment, si c'était pas le bon dessinateur ou le bon projet, mais les ventes se sont pas du tout. Et ça arrive parfois, hein, des méventes comme ça. Est-ce que c'est le dessin de Simone Di Meo qui était trop clivant, qui a pas accroché? Et pourtant c'était un vrai test parce que je sais que on a eu pas mal ces discussions en interne sur notamment le dessin de Simone Di Meo, puis il y a d'autres dessinateurs comme ça qui clivent un petit peu dans l'équipe. Et en fait, ce dessin-là parlait à une génération plus jeune des lecteurs de l'équipe. Et les plus vieux, ceux qui ont des barbes blanches, disaient mais en fait le gars c'est pas dessiné. Mais voilà, j'ai mis mon avis perso de côté et on a publié du coup le premier tome qui était correct. Hein, c'était pas du tout vachement une purge, mais ouais. Et malheureusement, non, on s'est rendu compte que ça n'a pas intéressé grand monde. Donc là, et voilà, malheureusement, même parfois sur du Batman, alors c'est peut-être parce que c'est Batman et Robin, je sais pas. On verra avec le Batman et Robin année 1 de Mark Waid et Chris Samney. Nous, on a kiffé. Hein. On a fait une super émission dessus. Ah oui. Qui est sorti. Qui est déjà sorti il y a 15 jours, mais qui pour nous sortira demain. Non, celui-là vraiment, c'est on vient. En plus, on l'a soigné au niveau de la fab et tout. On a fait. Oui, un petit dos rouge sympa, j'ai vu. Oui. Ouais. C'est que pour toi. On avait un boulot. You had one job. Mais le rouge me dérange moins que le blanc. Ah, ok. Bon, je note alors. Ça va être que du blanc maintenant. Allez, bim. Mais ouais, donc parfois ça marche pas. Dommage. Et voilà, on avait une dernière question, mais finalement. Tu y as répondu et surtout la manière dont y répondre, c'est quand il y avait des problèmes de fabrication, ou en tout cas des lecteurs qui se positionnaient avec des soucis. Parlez-nous. Voilà, venez en parler donc directement auprès d'une des Charlènes, ou en tout cas sur les contacts Urban. Et arrivé dans le paperback où il y avait des. Par contre, ça ne sera peut-être pas trop des problèmes de découpage, mais il nous a envoyé la photo à nous. Je pense qu'il vous l'a peut-être envoyé ou qu'il va le faire. Oui, c'est peut-être un cahier qui est pas complètement. Ça arrive, hein, on est sur des milliers d'exemplaires et il y a toujours, il peut y avoir des couilles. C'est le massicot qui a pas bien coupé. Il suffit de le retourner au libraire, je suppose, dans ce cas-là. Voilà, c'est ça. On demande un échange et ça se fait. Enfin, si vous avez un libraire sympa, j'espère. Sinon, si vous n'avez pas de libraire, vous n'avez qu'à pas acheter sur Amazon, c'est bien fait pour votre gueule. Pas moi qui l'ai dit. Voilà, on a fait le tour de nos beaucoup de questions. On termine peut-être toujours avec une question un petit peu en ce moment. Si tu devais être sur une île déserte, tu emporterais quel bouquin? Qui fait un beau bruit apparemment, puisque c'est sexy. C'est de l'ASMR. Qu'est-ce que j'ai en attente? Si j'ai un truc en attente. Ah si, c'est ça. Souviens-toi que si t'es sur une déserte, après, il faut l'assumer et le garder et vouloir le relire. Attends, je vais changer alors. Non, ce serait ça. Oh putain. Alors, pas parce que je sais que c'est excellent, mais parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien, que j'aime beaucoup Darwin Cook. Mais à l'époque, Dargaud les avait sortis en petits bouquins et que je trouvais vraiment très désagréable en fait à manipuler. Et là, ils en ont refait une intégrale. Je crois que c'est Thomas Ragon qui était à l'origine de l'arrivée de Darwin Cook chez Dargaud. Et du coup, je pense que c'est ce bouquin-là qui va atterrir, qui va siéger un petit peu sur ma table de nuit là pour les prochaines semaines ou peut-être les prochains mois. Oui. Donc le Parker qui est l'adaptation du coup des romans de. Alors c'est Wesley, mais c'est en vrai Richard Stark. Voilà, réinterprété par Darwin Cook. Donc c'est un petit peu le prochain truc, mais après j'ai d'autres choses que j'ai pas encore lues.
J'ai ça. Ah oui, rien à voir. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est des cartoons. C'est des cartons. Et en fait, non, c'est pas des cartons. Il y a un dessin animé. Il paraît qu'il est très bien. Je l'ai pas regardé encore. Mais pareil, j'ai des copains qui m'ont vraiment conseillé. Et je lui dis, bah, ça a l'air cool. J'avais vu un jeu vidéo aussi, un jeu d'aventure sur le perso. Et pareil, je crois que tous les designs un peu cassés me plaisaient beaucoup. Et j'ai voulu le lire avec ma petite, où on lit Chi, on lit Kirby, on lit des petites. Kirby, le personnage rose. Hein, Ah oui, putain, Jack Kirby, c'est chaud. On lit un peu de manga. Je lui dis tiens, on va lire Shin-chan. Et non, parce que première blague, hein, c'est vraiment ça, c'est sur la première page. C'est qu'il dit regarde maman, hop là, regarde, quand je dessine des oreilles, on dirait un éléphant. Et en fait, c'est ça. Il montre son petit zizi. Voilà. Et, oui. Et là, vous êtes striké pour pédopornographie. Personne ne nous regarde, donc on s'en fout. Mais voilà, donc voilà, il faut juste que je me prévois un petit peu de temps, puis sinon, bah, je suis en train de relire les Preacher. Voilà, je fais un peu d'auto-promo là, en plus de Death Metal, bien sûr, lisez-le une fois par mois. Ouais, je fais les Preacher en ce moment, dans ce format-là. Tu prends pas Multiverse Noir sur une île déserte? Alors, on rigole, mais c'est des putains de ventes. Enfin, toujours encore, enfin, le Batman qui rit. Ah oui, le Batman qui rit, ouais. Parce que le Multivers Noir aussi, on doit être à 25 000 exemplaires vendus. Enfin, c'est. Ouais. Tu verras, moi, je les ai là aussi. Hein, mais oui, ben, on les a tous comme des idiots parce que c'est dans la collection Batman. Mais après, tu as d'autres versions de Batman qui sont beaucoup plus dark, et ça, les gens aiment bien aussi. Ouais. Et je trouve, enfin, en tout cas, c'est pas une étude sociologique, mais par deux fois, en fait, dans deux librairies différentes, j'ai vu des gamins, en fait, des adolescents qui, vraiment, pour eux, ce personnage-là, qui est over the top, hein, c'est du coup, pour ceux qui ne savent pas, le Batman qui rit, c'est la personnalité du Joker et de Batman de Bruce Wayne qui ont fusionné pour faire le pire des deux. Et en fait, c'est un concept qui doit vachement leur parler. Et il y a un côté excessif qui doit exciter les hormones des adolescents, et ça, c'est un personnage qui a une grosse popularité. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, de ce que les libraires me disent aussi, et le bouquin tourne toujours. Vraiment, ça, Metal et le multivers et le Batman qui rit, ça fonctionne, hein, vraiment. Mais le personnage est génial. Enfin, vraiment, j'ai adoré le voir, mais j'ai trouvé que cet univers était trop complexe, en fait, à terme. Sur l'ensemble c'est plus un run à ce niveau-là, de cet univers-là, je trouvais que c'est très compliqué. Mais le personnage, il est génial. D'ailleurs, au niveau design, il est aux abonnés absents depuis un moment, celui-là. Hein, si complètement. Pas de conneries. Il a disparu. Je crois l'avoir vu. Je sais pas si c'est un fake ou pas, mais je crois l'avoir vu dans un jeu vidéo, un Mortal Kombat, un truc comme ça. C'est possible. Oui, c'est possible, ouais. Il récupère des licences. Ah oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très content d'avoir terminé sur Metal. J'espère que vous en ferez la vignette. C'est ça. Putain, faut que je la refasse. Histoire d'amener tous les Hate Watchers. C'est ça. Mais vous avez même fait, et je les ai achetés en version groupe de métal. C'est super bien, moi. Avec Lofray et Guarnido. Des super covers, super groupe de métal en plus. Là, pour une fois, tu vois, le contenant est vraiment mieux que le contenu. Je trouve. Avec Ozzy avec le Batman qui rit, c'est énorme, quoi. Ça existe aux États-Unis, ça, ou c'est une. Non, ça existe aussi aux États-Unis. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est eux-mêmes qui étaient en contact avec les managers des groupes et tout. Ouais. Oh, trop bien. C'est cool. Trop cool. Bref. Ça nous avait emmené au Hellfest, hein. C'était chouette. Ah putain, c'est vrai. Putain, c'est cool. Ça, c'est génial. Mais Red a envie d'aller se coucher, donc voilà, c'est fini. Merci de ton temps. Désolé, encore une fois. C'est son troisième enfant, au bout d'un moment. J'ai peu de créneaux pour dormir, moi. Avant minuit. Ça a été, comme d'hab, très, très lucratif. Oui, c'est très, très cool. Lucratif, je suis pas sûr du terme. Moi, j'ai rien donné comme argent. Non, mais on va recevoir plein d'argent là, non, non. Il va falloir qu'on mette en commun un RIB, hein, sinon c'est dégueulasse. Non. Mais on a appris beaucoup de choses et encore une fois, merci du temps que tu nous as consacré. C'est très gentil. C'est un plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à pousser, hein, ça c'est mon boulot. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on sait pas du tout quoi. Et on remercie encore François et on vous dit à bientôt. Salut. Salut.